Joaquín Bomio Bacheng, Malabo littoral. 5 militaires vinrent me chercher pour me conduire au palais présidentiel. Il était 2 heures de l'après-midi, le soleil conversait avec la végétation sauvage, une centaine de couleurs émanaient des plantes grimpantes qui enlaçaient le vieil édifice colonial. C'était le printemps équatorial. Dans la forêt voisine, les bananeraies s'étaient parées de fleurs et les plantes présentaient fièrement le fruit qui mûrissait lentement en leur sein, telle une généreuse offrande de la forêt. De grands bananiers étendaient leurs feuilles vertes sur le sable blanc des fins de journée à Bata pour savourer, non sans une gloutonnerie mal dissimulée, l'exquise énergie fournie par les rayons du soleil tropical. C'était la nourriture quotidienne de la chlorophylle verte de la forêt africaine. La mer immense répandait sur la ville côtière un halo ineffable de mythes et de légendes que le fleuve Utonde déversait sans fin dans une énorme embouchure au nord de la capitale. C'était le moment sacré de la journée, lorsque la nature tropicale libérait son enchantement sur la ville résignée de Bata. Parfois, au loin, on entendait comme un bref souffle de vent océanique, des gémissements étouffés de sirènes invisibles, qui, de sa présence immatérielle et de son ardente passion, continuait à veiller sur le phare éteint de Punta Bonda. Son cri sourd, comme un long murmure amoureux dans un rêve, c'était comme le souvenir d'un songe agréable qui se transformait d'un coup en une torpeur amère, en un horrible cauchemar et une terrible réalité. Parce qu'à Bata aussi, en cette soirée de grâce et d'enchantement tropical, l'homme se changeait en loup et tuait son frère. Nous montâmes les escaliers et entrâmes dans la partie arrière de la résidence présidentielle. Même s'il avait inauguré le palais Afrique, construit à Ekoukou et désigné comme le nouveau palais présidentiel à Bata, Macias vivait toujours dans l'ancien siège du sous-gouvernement espagnol. Quelques années plus tôt, pensais-je tristement, mon père s'était pris en photo dans les jardins de cette somptueuse résidence coloniale. Il était alors garde d'honneur du sous-gouverneur espagnol. Sur la photo, mon père apparaissait en costume de gala, avec d'énormes galons, et se tenait fièrement au garde-à-vous. Jamais il n'aurait pu imaginer que le palais qui l'avait protégé de son solide fusil colonial devienne après l'indépendance le théâtre de scènes dramatiques et surtout le tribunal de l'un de ses enfants. L'entretien avec Macias fut moins dur qu'avec le sinistre Biang. En réalité, Macias était un enfant fou. Il n'était jamais content et exigeait beaucoup. Satisfait de la réussite de ses services d'information, le miracle unique de Guinée équatoriale se montra même affable et cordial avec moi. Il commença par me demander mon nom, celui de ma tribu, des détails sur ma famille et mon quartier, et la nature de mes études. C'est là que je me rendis compte que le leader d'acier avait des problèmes d'audition. Il se faisait toujours répéter mes réponses par l'un de ses collaborateurs. Comme moi aussi j'ai un léger défaut de ton dans la voix, j'en profitais au maximum pour continuer ce dialogue en différé, évitant un affrontement direct qui pouvait s'avérer mortel pour moi. À la moitié de l'entretien, je n'avais toujours pas marqué un seul point. J'appartenais à la même tribu et au même clan Kondo Edu, le rival de Macias aux élections. C'est pour cette même raison que mon père avait été expulsé de l'armée de Macias. Du côté de ma mère, aucun signe révolutionnaire non plus, et mon score était toujours à 0. 2 prêtres de la mission catholique de Bata appartenaient à ma famille. L'un d'eux très directement, de sorte que même Macias en fut très surpris. Il ne pouvait pas concevoir qu'en pleine révolution guinéenne, il y a encore des gens ayant des parents pro-gazelle, c'est-à-dire qui avaient voté pour Ondo Edu, et des curés dans leur famille. Il changea brusquement de sujet et aborda le cœur de l'affaire. « Es-tu un espion ?»« Non, Excellence, je suis révolutionnaire. »« Tu mens, tu essayes de m'avoir. Ne sais-tu pas que nous sommes au courant de tout ? Nous sommes bien informés ici, très bien informés. Dans ce cas, Excellence, si votre service d'information peut nous éclairer sur la vérité, je crois que je n'ai rien à dire. » Macias sourit, satisfait, tout en regardant ses collaborateurs. Ces derniers voulurent applaudir, mais le premier magistrat de la nation
fit un signe leur indiquant de garder le silence, et il poursuivit son interrogatoire. « C'est exact. Ils t'ont vu sauter d'une fenêtre de l'école Santo Ángel, un magnétophone à la main. C'est là que vivent les religieuses espagnoles. Mais Excellence, s'il y a des grilles aux fenêtres de cette école... »« Tais-toi » tonna le leader d'acier, changeant radicalement de ton. Je compris que le mieux à faire à cet instant était de ne pas mettre ce fou en colère. À ce moment décisif, ma vie dépendait de cet homme puissant et déséquilibré. L'interrogatoire continua, ou plutôt un monologue, s'installa, et les accusations tombèrent comme la pluie sur Malabo. Je couchais avec les religieuses, je leur apportais des enregistrements du comté central, j'étais un traître payé par le Vatican. Macias continua à lancer des accusations en hurlant, pendant que des collaborateurs approuvaient en chœur et applaudissaient. Tout cela ressemblait à une danse de marionnettes, et j'y voyais tout de suite une représentation théâtrale, comme dans l'une des pièces de Ionesco, que l'un de mes cousins prêtres m'avait fait lire et qui s'intitulait « Le roi se meurt ». Lorsque le roi crie, ils crient tous, pensais-je. Je me suis alors mis moi aussi à applaudir comme les autres. Nous poussions tous des vivas en rendant gloire à son Excellence le président éternel constitutionnel fondateur de etc. etc. Il y avait là en train d'applaudir avec moi le camarade gouverneur civil de la province, un camarade secrétaire d'État, le camarade monsieur l'avocat et un héroïque délégué de l'enseignement qui venait de sortir de prison après avoir miraculeusement sauvé le chef suprême des forces armées, le major Macias, d'un terrible coup d'État organisé dans la prison de Bata par des prisonniers moribonds, dont l'État ne leur permettait même pas de se mettre debout. Nous applaudîmes tellement le miracle unique de la nation que le leader s'extasia et se radoucit, et c'est peut-être ce qui me sauva la vie. Macias prit goût à l'affaire, et pensa me garder quelques jours en vie pour rendre ce qu'il appelait un jugement exemplaire. Un tribunal étudiant révolutionnaire se chargerait de mon cas, même si pour lui, c'était la mort pour haute trahison qui m'attendait. À ce jour, le camarade, monsieur l'avocat, prétendait qu'un jour, j'avais dit que Macias était fou allié et qu'il était en train de corrompre les esprits saints des enfants de Guinée. Cela s'appelle insulte et injure au président de la République, concluait-il généreusement, et la condamnation est la peine capitale. Triomphant et souriant, Macias décréta qu'il fallait m'enfermer dans la prison modèle de Bata. S'adressant à moi presque avec amabilité, il me dit qu'à vouloir être un mauvais Guinéen, j'avais perdu et que j'allais le payer. En sortant de la pièce, ils firent tous une longue génuflexion devant Macias, miracle unique de Guinée. Lorsque nous sortîmes du cabinet présidentiel, j'étais déjà convaincu de ma mort prochaine. Cela ne m'importait plus. J'étais déçu par mon pays, par ces hommes qui m'escortaient, et par moi-même. Moi aussi j'étais un lâche. Même sûr et certain de ma condamnation, je craignais la mort. Mon corps était couvert de plaies et de brûlures à cause des supplices qu'Abelardo et sa famille m'avaient infligés à l'aéroport pendant toute la nuit, alors que j'avais signé le document qu'ils m'avaient tendu. J'étais beaucoup plus lâche qu'eux, car à l'article de la mort, j'avais encore peur d'eux. Si j'avais été une personne courageuse, j'aurais pu dire à Macias ce qu'il était vraiment. Prendre un miroir et l'obliger à se regarder dedans. C'était un fou allié, un grand sorcier d'une lignée maudite, la dernière variété d'une vile espèce de monstre, parrain d'une bande d'assassins, petit chef d'une poignée d'ignorants qui ne savaient même pas compter les doigts de leurs mains, une tribu de fauves cannibales surgis de la jungle qui ne savaient que fumer de l'opium et remplir leurs maisons de femmes, des barbares qui étaient sortis de la forêt et qui s'étaient emparés du pouvoir que les Blancs n'auraient jamais dû leur laisser. Des sauvages qui ne méritaient même pas de vivre dans la forêt tropicale sacrée, mais qui s'étaient déjà appropriés tous les biens du sol de notre patrie. Le palais que Macias occupait à Bata était un bijou de l'architecture coloniale lorsqu'il était encore habité par le gouverneur espagnol. À l'arrivée de Macias, cette demeure seigneuriale
s'était changé en cour tribale maculée du sang d'Anastasio, à l'arrière du palais où il y avait autrefois un jardin très bien entretenu. Macias avait lancé une culture de yucca et de bananes pour la consommation de sa famille. Tous ses partisans, qui étaient encore plus incultes, l'appelaient simplement Kunkuma, ce qui signifie chef traditionnel. Et c'est bien ce qu'il était. Un chef de tribu inculte que la rivalité franquiste entre Castiela, Trevijano et Carreno Blanco avait mis aux commandes de l'un des territoires les plus prospères de l'Afrique des années 60, malgré tous les efforts des Guinéens eux-mêmes et de certains Espagnols honnêtes. Des gens qui pensaient à un futur pour la Guinée et à une démocratie pour l'Espagne. Voilà ce que j'aurais dû dire à Macias, face à face, selon l'expression locale. Mais je m'abstins, et laissai passer l'occasion afin de précipiter mon exécution et d'abandonner ce pays condamné par tous les dieux. Je me tus et me résignai, comme le reste de la société qui s'inclinait devant Macias année après année. Je me souviens avoir vécu jusqu'à ce qu'on nous dise que désormais nous étions indépendants et que nous avions Macias pour président. Personne ne m'avait demandé si je voulais Macias ou pas. Ils avaient dit que les enfants ne voteraient pas et qu'ils n'en avaient pas le droit. Personne n'avait de droit en Guinée équatoriale. Depuis le jour de l'indépendance, Macias avait tué à tour de bras. Les instituteurs que j'avais à Mbini, dont Luis Mitogo et Don Carmelo, avaient été assassinés. Les enseignants étaient comme des surhommes que tous nous respections et aimions beaucoup. Ils représentaient pour nous le modèle de société de notre pays. Parmi eux, l'instituteur Patricio Meco de Niefang, Raphaël Mambo Matala, qui fut directeur de l'école supérieure de Malabo, et le professeur Manuel Castillo Baril, qui avait été notre directeur au lycée, Carlos Luanga Abata. Ils avaient tous été violemment assassinés par le clan de Macias, les uns dans la prison de Bata, les autres dans celle de Blay Beach. Je me souvins aussi d'une camarade d'école qui n'avait que 12 ans lorsqu'elle fut arrêtée avec toute sa famille et violée à plusieurs reprises par les hommes de Macias. Dans la Guinée de Macias, on ne parlait que de coups, de jugements, de morts. Angoissé par tant de mots, j'acceptais mon destin avec une étonnante joie. Je souhaitais même que l'exécution soit rapide. Me vint à ce moment-là une pensée très émouvante et je perdis connaissance. Je me serais brisé la nuque si les miliciens qui m'escortaient vers la prison ne m'avaient pas retenu. En Guinée équatoriale, la prison est l'institution qui, d'un point de vue sociologique, caractérise le mieux l'État noir africain créé par le gouvernement espagnol en Afrique bantoue. Depuis l'indépendance, la prison guinéenne s'est identifiée corps et âme avec la souffrance du peuple guinéen. Le peuple y va pour endurer le martyre pascal. L'enfant y va tel un agneau nouveau-né pour être immolé sur l'autel de la bestialité humaine. Des familles entières y vont aussi, des familles honnêtes, accusées d'avoir un lien de parenté avec l'opposant au régime. Dans la prison guinéenne, on maltraite l'instituteur qui a exercé son métier avec dévouement, on tue le soldat qui ne s'est pas soulevé au bon moment, on assassine le politicien qui a souhaité un futur meilleur pour son pays. En Guinée, les voleurs ne vont pas en prison pour purger leur peine, mais pour agresser les prisonniers. Le sadique, vêtu en héros, y va pour satisfaire son instinct mauvais et cruel. Le tortionnaire, analphabète, ivre d'ignorance et de férocité, y va pour se défouler et décharger son éternelle frustration sur le prisonnier intellectuel. Enfin, à la tombée de la nuit, les puissants vont dans les prisons de Guinée pour consommer de la chair humaine crue, pour asseoir et renforcer leur pouvoir et prouver à tout le monde, blanc et noir, que le cannibalisme en Afrique n'est pas un mythe, mais un rite, une réalité ésotérique crue, une prise de pouvoir interminable, un état d'urgence permanent. En Guinée équatoriale, la prison est tout cela. Une empreinte indélébile sur terre, une rivière de sang, une forêt sauvage, un terrain de chasse, une chaîne d'esclaves, un abattoir d'innocents,
un autel de sacrifice, une cage où les hommes sont prisonniers et où les bêtes sont libres. Mais ici, la prison est surtout et avant tout un lieu de résidence privilégié que l'on réserve à tous les Guinéens, excepté à ces hommes intouchables qui confirment la règle, comme dans toute société à l'instinct bestial. Dans la prison guinéenne, on apprend beaucoup. Le Guinéen y renaît. Il y grandit, vit, pleure, se confesse et enfin meurt. La prison est la seule et véritable demeure construite en Guinée depuis que ce pays a entrepris de marcher sur le chemin de la liberté. Ses habitants lui donnent le nom d'université. On y apprend la science du mal qui ronge notre société. C'est là que j'ai appris à endurer en silence l'agonie incessante de mon peuple captif.